Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les grands titres. Selon les recommandations de la 3e région militaire après les dialogues intergroupes armés dans le territoire d'Ourou en province de l'Ituri, l'heure est à présent à l'exécution de la feuille de route de ces assises. Halte au rançonnement de chauffeurs et motards appelés communément Wewa par les policiers ou par les éléments du bureau 2 au rond-point Victoire ou ailleurs à travers les 24 communes de Kinshasa. Vous suivrez un éditorial des BC Télévision là-dessus. Mais tout d'abord, la cérémonie de la présentation de résultats de la première enquête du baromètre national du climat d'affaires s'est déroulée mardi à la Cité de l'Union africaine en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était une cérémonie riche en couleurs présidée par le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine, dans l'objectif de présenter des résultats de la première enquête du baromètre national du climat des affaires, BNCA. Il ressort de ces rapports que le climat des affaires en RDC est en cours d'amélioration. À ce stade, le BNCA lui donne un score de satisfaction de 37% suite aux enquêtes menées du 24 janvier au 27 mars 2023 ayant porté sur 403 entreprises dans 13 secteurs de l'économie nationale. Prenant la parole à cette cérémonie, Félix Tshisekedi a salué la qualité du travail abattu par le BNCA. Un travail qui met à nu les fléaux qui gangrènent et rongent notre environnement économique. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a exhorté à chacun à jouer sa participation pour un environnement des affaires assaini et attractif en faveur de partenaires étrangers. Le baromètre national du climat des affaires a recommandé notamment de mener des réformes sur la fiscalité et la parafiscalité, la sécurité juridique et judiciaire, l'environnement politique, la gestion des marchés publics, la qualité de l'administration ainsi que celle des infrastructures. Le BNCA est inutile, mis en place pour combler le vide qu'avaient laissé les Doing Business de la Banque mondiale, lesquels cotaient au moins 180 économies pour mesurer les facilités et qu'elles offraient à y faire les affaires. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé le mardi 6 juin dans son cabinet de travail à la signature d'arrêtés portant agrément du cadre organique du secrétariat général du budget en présence du ministre d'État, ministre du budget, Aimé Bonji. Regardez. Bâtir une administration solide où les effectifs et la masse salariale sont maîtrisés, c'est l'un des objectifs de la réforme amorcée à la fonction publique. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a procédé le mardi 6 juin 2023 à la signature du cadre et structure organique du secrétariat général du budget et ce, en présence du ministre d'État, ministre du budget Aimé Bonji. Séance tenante, les deux autorités ont signé le procès verbal de remise et de réception du cadre et structure organique de l'administration du ministère du budget. Le VPM Jean-Pierre Liaou a salué le travail abattu par les experts de ces deux ministères. Nous exprimons ensemble la volonté de faire bouger les lignes, la volonté de remettre de l'ordre dans toutes les administrations de notre pays, mais aussi dans tous les services et établissements publics placés sous l'autorité du gouvernement, suivant les orientations de Son Excellence Monsieur le Président de la République, évidemment sous la coordination de Son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Je voudrais rappeler l'importance capitale de l'outil cadre et structure organique dans le pilotage d'un service public dans tous ses aspects, notamment la fluidité dans le traitement des dossiers, la visibilité dans la planification des ressources humaines et financières. Il est donc impérieux que chaque responsable de service
se constitue à son niveau un gardien du respect des dispositifs fonctionnels et organiques institués à travers le cadre et structures organiques. Il n'y a que par cette voie que nous pouvons garantir la solidité de notre système administratif, la maîtrise des effectifs et celle de la masse salariale. Pour le ministre d'État, ministre du Budget, ce travail est l'aboutissement d'un long processus. Ce cadre va permettre à notre administration de s'adapter, de se préparer à pouvoir remplir ses missions tout en tenant compte de cette nouvelle donne dans la gestion du budget de notre pays. La gestion axée sur les résultats avec des critères de performance bien définis. Et donc, il nous fallait une administration qui s'adapte à toutes ces réalités, à ses besoins. Et je me réjouis du fait que ce travail est fait. Cet outil d'organisation de services va servir de référentiel dans la transformation du mode de gestion des ressources humaines du ministère du Budget. Restons toujours à la fonction publique. Jean-Pierre Liaou a eu une séance de travail avec les différents syndicats, membres de l'intersyndicale nationale de régie financière au sujet de leur menace des grèves. Il a appelé les agents et cadres de la DGI, de la DGDA et de la DGRAD au calme et à continuer de travailler normalement car une mission restreinte est constituée par l'examen au cas par cas durant 10 jours. Regardez. À l'issue de cette réunion, nous avons convenu avec les vice-premiers ministres, ministre de la fonction publique, de créer une commission qui va traiter de ces problèmes. La commission est composée de 20 personnes et commence le travail dans 48 heures. Et à l'issue de ces différentes réunions, la commission va revenir à la plénière et va nous donner des conclusions quant à son travail. Nous allons en débattre et nous allons tirer des conclusions quant à ça. Vous comprenez que sur le plan syndical, lorsqu'on commence des négociations, le travail continue parce que tout ce que nous faisons, c'est pour aboutir à la négociation. Nous appelons l'employeur de venir vers nous et de traiter de ces problèmes-là. Donc maintenant que nous avons commencé les négociations, tout le monde doit avoir foi en ce que nous allons faire et à l'issue de ces travaux, nous pensons que nous allons avoir des conclusions qui impliqueront tout le monde. Les négociations ont déjà commencé, donc ils peuvent vaquer librement à leurs occupations. Parce qu'on ne peut pas faire la grève et négocier au même moment. Ça n'existe pas sur le plan syndical. Donc quand on menace d'aller en grève, c'est pour amener aussi l'employeur à comprendre que nous avons des préoccupations. Et lorsque l'employeur nous appelle sur la table de négociation, en ce moment-là, tout s'arrête et nous attendons les conclusions qui sortiront de ces négociations. D'un ministère à un autre, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, a reçu dans son cabinet de travail l'ambassadeur d'Espagne, accrédité en RDC, l'évaluation de la situation sécuritaire dans l'Est du pays et les différents voyages effectués par les VPM de la Défense étaient au cœur de leurs échanges. Roger Matali. La rencontre entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba avec l'ambassadeur d'Espagne, accrédité en RDC, Carlos Robles Faga, a été centrée à l'évaluation de la situation sécuritaire dans l'Est du pays et les différents voyages effectués par le VPM de la Défense nationale. Cette rencontre était une occasion pour l'ambassadeur Carlos Faga d'appeler le Rwanda à cesser immédiatement son appui au M23 et à une évaluation de la feuille de route de Luanda. Le diplomate espagnol a exposé à Jean-Pierre Bemba les différentes possibilités de coopération entre les deux pays. À la question de savoir quel regard porte l'Espagne sur les différentes rencontres régionales tenues sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le diplomate espagnol a réaffirmé leur appui à travers les organisations, les efforts des uns et des autres dans un accord qui respecte les intérêts fondamentaux d'une nation amie comme la RDC. Il sied de noter que le chef d'État et des délégations des 12 pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs ont notamment appelé le M23 à se retirer des zones occupées pour un pré-cantonnement à Rumangabo, puis les cantonnements au Maniema.
Et puis, dans un document transmis au service africain des renseignements, la CIA, le directeur provincial adjoint du Sud Kivu de l'Agence nationale des renseignements accuse la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC des connivences pour la balkanisation de la République démocratique du Congo. Sami Bosomo. L'information vient de Kwalezito Melilungi, directeur provincial adjoint du Sud Kivu de l'Agence nationale de renseignement ANER, qui l'a livré à la CIA, le service d'intelligence des États-Unis. À en croire ces cadres provinciaux du service de renseignement congolais, la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC en sigle, est complice pour la balkanisation de la RDC. Et c'est un document fuité de la CIA sur la guerre en Ukraine qui a médiatisé cette information. Pour étayer cette complicité de l'EAC, Kwalezito Melilungi met en avant l'inaction des contingents kenyans de la force régionale. Les faits observés sur le théâtre de cette guerre d'agression donnent raison au cadre congolais. L'on rappellera en effet que même si elle a été invitée dans le cadre d'un mandat offensif contre les groupes armés dans l'Est, dont le M23, la force régionale, loin de là, a plutôt sympathisé avec la rébellion soutenue par le Rwanda. Ce qui a fini par désappointer le gouvernement congolais. Par ailleurs, même le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, a eu à déplorer et à dénoncer cette situation et a indiqué que seuls les contingents burundais répondaient aux attentes. C'est pourquoi il s'est tourné du côté de la SADC qui a, elle, promis le déploiement prochain de ses troupes dans l'est de la RDC. Ne s'étant pas borné à signaler le fait, Kwalezito Melilungi a dans son document soutenu, outre l'expulsion des troupes kenyanes et ougandaises du territoire congolais, le recours aux milices d'autodéfense Maï Maï et d'autres groupes armés congolais pour combattre le M23. Halte au rançonnement de chauffeurs, motards, dites Wewa, par les policiers ou les éléments du bureau D au rond-point Victoire ou ailleurs à travers les 24 communes de Kinshasa. Suivez cet édito au DBC Télévision. La maxime latine Homo homini lupus, entendez l'homme et le loup de l'homme, est très vrai pour la ville-province de Kinshasa où les agents de l'ordre ont fait des conducteurs de motos et autres chauffeurs leur source de profit journalier. Les tracasseries policières sur les artères et ronds-points quinois sont devenues le principe de travail des préposés à la sécurité des biens et des personnes. Loin de nous de condamner un policier ou un membre du bureau 2 qui fait légalement et régulièrement son travail en cas de faute de la part des conducteurs des véhicules du transport en commun, nous dénonçons la prédation ou les tracasseries et mettons au parfum les autorités de tutelle pour mettre de l'ordre en cette matière. Parfois, ces tracasseries conduisent à des troubles de l'ordre public, aux scènes ridicules, aux accrochages, aux échauffourées, voire à des sévices, préjudices ou à la fatalité. Et là où aussi le bas blesse, c'est quand les amendes exigées aux conducteurs des véhicules n'entrent pas dans les caisses de l'État. Devons-nous rappeler à ces prédateurs et aux autorités qu'il y a des pays dont les budgets sont renfloués par des amendes provenant des contraventions routières et que l'argent qu'ils demandent aux pauvres chauffeurs et motards n'est pas à mettre dans leur poche? Ces prédateurs basés au rond-point Victoire ou ailleurs, renvoient une image très caricaturée du policier. En province, après les dialogues intergroupes armés dans les territoires d'Ourou en province de l'Ituri, l'heure est à présent à l'exécution de la feuille de route de ces assises. C'est selon les recommandations du commandant de la 32e région militaire. Suivez. Cessez pour ceux qui s'y sont livrés toute hostilité et toute violence de le respect des instruments juridiques nationaux et internationaux. C'est une lueur d'espoir pour la pacification de l'Ituri. Après le dialogue sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale de 4 groupes armés de l'Ituri qui a tenu ses travaux du 26 mai au 1er juin 2023 en territoire d'Aru, l'heure est à la mise en œuvre de ces protocoles d'accord de cessation des hostilités. Ce mardi, le commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chirimwami, a remis cette feuille de route entre les mains du gouverneur militaire en présence du comité provincial de sécurité ainsi que ces jeunes révolutionnaires. Acteurs de la société civile, acteurs sociaux et notabilités locales tiennent au respect total de cet accord pour le développement de cette province. Je demande à tous ceux ou celles qui sont encore dans l'idéologie de vouloir rester dans la brousse
de porter encore les armes et de décimer notre population, de rejoindre ce groupe ici de volontaires. L'ère de la guerre est révolue. Nous ne croyons pas que par la guerre, on peut résoudre un problème en Ituri. Nous sommes convaincus que s'il y a cette bonne volonté de toutes les parties prenantes, on peut obtenir la paix que nous recherchons. Soyez respectueux de tout ce que vous avez fait comme recommandation. Pour sa part, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Choma Johnny, a tenu à féliciter l'engagement pris par ces artisans de la paix avant de les inviter à ne pas céder à toute manipulation, d'où qu'elles viennent. Chers jeunes, n'ayez pas peur. Je vous encourage à aller de l'avant. Ne suivez pas ce diable-là, ou ceux-là qui veulent jouer au petit diable. Ne les suivez pas. Arrêtons avec ces images de femmes violées, ces images des enfants tués, ces images des enfants décapités. Arrêtons avec ça. Au regard de plusieurs initiatives de paix mises en place par l'administration militaire depuis son avènement, la paix est permise dans cette partie du pays riche en potentialités, comme voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et en sport, la question de la désignation des représentants congolais aux compétitions africaines interclubs de l'édition 2023-2024 a été le sujet principal des échanges entre le ministre national des Sports et Loisirs, François Kaboulou-Mwana Kaboulou, et la Fédération congolaise de football, FECOFA, mardi 6 juin. Samy Bossongo. La question de la désignation des représentants congolais aux compétitions africaines interclubs de l'édition 2023-2024 a été le sujet principal des échanges entre le ministre national des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou, et les membres du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association FECOFA, mardi 6 juin 2023. Conséquence de la déclaration de la saison blanche pour l'échéance 2022-2023 et de la publication le samedi 3 juin dernier d'un classement cumulé des 4 précédentes éditions par les comités de normalisation CONOR. Après la rencontre avec le ministre des Sports, le comité de normalisation de la FECOFA confirme la déclaration de la saison blanche, promettant cependant de se référer au règlement de la CAF à propos de la désignation des clubs pour les interclubs. Maître Innocent Kibundulu, secrétaire général du comité de normalisation de la FECOFA, a dit à ce sujet: par rapport à la participation des équipes congolaises, nous-mêmes comme CONOR, nous attendons les règlements. Et ça veut dire que l'opinion publique sportive aussi devra patienter, devra attendre. Ce qui est vrai, le championnat ne s'est pas joué, il n'est pas validé. Donc, nous allons nous conformer au règlement des compétitions de la CAF pour désigner, et ça sera fait en temps utile. Pour lui, le CONOR n'a jamais décidé de la qualification ou non de tel ou tel autre club pour les compétitions interclubs africaines. Ainsi, le communiqué publié samedi 3 juin et qui reprend le classement cumulé des 4 précédentes saisons est relatif aux 2 échéances importantes dans l'agenda du CONOR. On rappelle que la publication du classement en question a provoqué la colère du football club Saint-Eloi Lupopo, considéré comme les grands perdants de cette décision du CONOR, car classé 5e au dit classement est synonyme de la non-qualification à la campagne africaine. Le mardi, les fanatiques de Lupopo sont descendus sur la rue pour protester. Contre cette décision et l'administration du club a saisi la FECOFA pour exiger son annulation. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Selon les recommandations du commandant de la 3e région militaire, après les dialogues intergroupes armés dans le territoire de Roux en province de l'Ituri, l'heure est à présent à l'exécution de la feuille de route de ces assises. Halte au rançonnement de chauffeurs et motards d'Ituewa par les policiers ou les éléments du bureau 2 au rond-point Victoire ou ailleurs à travers les 24 communes de Kinshasa. Vous avez suivi un édito là-dessus. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.